Voilà, enregistrement. Donc, tout ce que nous allons faire maintenant est enregistré, hein. Il s'agit donc d'une introduction au au management de programmes de vulgarisation agricole. C'est un des modules, le module numéro 3, extrait du New Extensionist Learning Kit, qui est développé par le GFRAS ou le Global Forum for Rural Advisory Service, basé en Suisse. Alors, ce n'est pas la formation intégrale. Vous aurez le lien vers la formation intégrale à la fin de cette présentation, mais il a été plutôt contextualisé et raccourci pour environ 1h15 à 1h30 d'introduction. Alors, cette formation est évidemment co-organisée avec le GFRAS, la FAS, et ceux qui nous sponsorent, c'est le CAFACI, qui est une agence de développement donc coréenne. Et nous allons donc pendant ces 1h15 ou 1h30 au maximum pouvoir échanger sur le management de programmes de vulgarisation agricole. S'il y a quelque chose qui ne va pas, vous me signalez, hein. N'hésitez pas à me signaler dès que il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, le plan de session, c'est ce que vous voyez là. Il sera question de pratique du management de vulgarisation, de programme et planification, de coordination et contrôle, de suivi et évaluation, de choix stratégiques dans la planification et dans la mise en œuvre des programmes de vulgarisation, de l'implication des paysans dans la planification, de la gestion du changement organisationnel, car il y aura toujours des changements organisationnels lorsqu'on parle de gestion de management, de leadership et motivation, et on parlera un peu de gestion du temps. En principe, on devrait parler aussi de gestion de ressources humaines, par exemple, mais dans notre cas précis, on n'aura pas trop le temps de voir tous ces détails. Donc voilà à peu près le plan. Alors, la question maintenant, c'est en quoi consiste le management de projet, le management de la vulgarisation plutôt. Alors, on va poser cette question sous forme de quiz à nouveau. Et je vous invite à cocher, à sélectionner la réponse qui vous convient le plus. En quoi consiste le management de vulgarisation? Est-ce que c'est élaborer des politiques et des plans? Si vous pensez que c'est oui, cochez. Est-ce que c'est donner la direction et prendre des décisions? Dans le domaine de la vulgarisation, évidemment. Est-ce que c'est mettre en œuvre les politiques et les plans? Est-ce que c'est suivre et évaluer la mise en œuvre des plans? Bien, est-ce que c'est tout ce qui précède? Alors ici, vous avez la possibilité de voter une fois. Donc, choisissez bien, est-ce que c'est la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, cinquième que vous voulez choisir? Vous votez donc une fois. En quoi consiste le management de la vulgarisation? Alors, vous cochez juste sur la réponse qui vous convient le mieux. Donc, actuellement, nous avons 3 votants. Est-ce que les autres peuvent aussi voter?
Donc, on a 4 personnes qui ont voté sur 9 pour le moment. Les autres, est-ce que vous pouvez signaler? Qu'est-ce que le management de la vulgarisation? Alors, ce n'est pas le management du programme de vulgarisation ou du projet de vulgarisation, hein, mais c'est vraiment le management de la vulgarisation dans son ensemble. En quoi ça consiste? Voilà, on a 5 votants et je vais passer à... On va montrer donc les résultats maintenant. Donc, voici les résultats qu'on a vus, qu'on a reçus à partir de chacun d'entre nous. Le management de la vulgarisation, nous pensons que c'est élaboré, une personne pense. Donc, sur 5 votants, une personne pense que c'est élaborer des politiques et des plans. Une autre pense que c'est mettre en œuvre des politiques et des plans. Une autre que c'est suivre et évaluer la mise en œuvre des plans. Et 2 personnes pensent que c'est tout ce qui précède. Donc, nous allons voir en quoi consiste exactement cette histoire de management de la vulgarisation. Alors, en fait, quand on parle de vulgarisation, c'est un vaste domaine qui comprend même des aspects politiques et des plans, des stratégies et des plans. Donc, l'élaboration de politiques et de plans fait bien partie du management de la vulgarisation, tout comme le fait de donner des directions et de prendre des décisions sont des tâches quotidiennes du management de vulgarisation. La mise en œuvre des politiques et des plans, c'est un ensemble d'activités qui consiste aussi à faire avancer la vulgarisation dans un pays. Et le suivi et évaluation de la mise en œuvre fait également partie du management de la vulgarisation. Donc, la bonne réponse était, ou la meilleure réponse, était le 5e choix. Tous ces points-là font partie donc du management de vulgarisation. Donc, il y a politique, il y a, quand on parle de vulgarisation, il y a l'aspect politique, il y a l'aspect alors, attendez, je perds un peu. Voilà. Il y a l'aspect politique, il y a les activités opérationnelles détaillées et il y a les mises en œuvre plus générales, tout comme il y a le suivi et l'évaluation qui sont aussi périodiques dans le management de la vulgarisation. Alors, les pratiques du management de la vulgarisation, c'est l'objet de notre première unité. Comment se fait la pratique du management de la vulgarisation agricole? Principe de management. Un bon manager se distingue par le fait qu'il a de l'autorité. Quand on parle de manager, ce n'est pas n'importe qui dans un groupe de travailleurs, c'est celui qui a de l'autorité, qui est accepté, qui est bien assis. C'est celui qui agit dans l'intérêt de son organisation et qui n'est pas focalisé seulement sur lui-même, mais surtout sur l'organisation pour laquelle il travaille, dans laquelle il doit mener un ensemble de personnes. C'est celui qui traite les collaborateurs de façon juste
et équitable, justement pour garder un certain équilibre et pour assurer la bonne conduite de tout ce qui va se faire. Et c'est celui qui sait créer un esprit d'équipe et qui sait motiver toute son équipe. Les principes de management, donc, ça comprend un bon manager qui sait faire tout ça et qui répond bien à toutes ces qualités. Alors, quelques compétences qu'il faut avoir dans le management, en général, que ce soit pour la vulgarisation ou pour d'autres activités, et que vous connaissez déjà sûrement tous, c'est de savoir déléguer. Ne pas être débordé, mais savoir déléguer, savoir planifier. Le bon manager ne se fait pas surprendre, il ne se fait pas facilement prendre par des événements imprévisibles, mais il planifie bien, il communique bien et beaucoup avec tous ses collaborateurs et ses partenaires externes et il sait motiver. Donc, des compétences qu'il faut cultiver et qu'il faut développer chez le manager. Alors, à partir de ces définitions, nous allons essayer de voir si nous comprenons bien quelles sont les fonctions de management. Alors, on va faire un autre quiz. Voici un autre quiz maintenant. Est-ce que vous voyez à votre écran de ce qui a été dit, quelles sont les fonctions de management? Donc, si vous pouvez ici cocher. Alors, ici, par contre, c'est un choix multiple. Vous pouvez cocher plusieurs. Vous n'êtes pas limité à un choix, comme tout à l'heure. Mais vous pouvez donc cocher plusieurs. Quelles sont les fonctions de management? Est-ce que planifier, organiser, ça fait partie du management, des fonctions de management? Est-ce que recruter, ça fait partie? Diriger, coordonner, est-ce que ça fait partie? Préparer des rapports, est-ce que ça fait partie? Créer le désordre continu dans l'organisation, est-ce que ça fait partie? Préparer des budgets, est-ce que ça fait partie? Donc, vous pouvez voter, vous pouvez cocher plusieurs, car il s'agit d'une question à case à cocher multiples. Les fonctions de management, en quoi consistent-ils? En quoi consistent-elles? Est-ce que ça comprend la planification et l'organisation? Est-ce que le recrutement est une fonction de management? Est-ce que la coordination fait partie du management? Est-ce que préparer des rapports, c'est pour les managers? Est-ce que préparer un budget, ça fait partie du travail du manager? Alors, on a 5 votants. Je ne sais pas pourquoi les autres ne votent pas. Mais ce serait beaucoup plus intéressant si vous pouvez voter. Voilà, alors,
Je vais partager le résultat. Donc, sur les 5 votants, parmi les 10 qui sont dans ce webinaire, les 5 pensent qu'une des fonctions du management, c'est de planifier et organiser. Et effectivement, c'est une des fonctions les plus importantes au début. Ensuite, il y en a 3 qui pensent sur 5 que le recrutement aussi fait partie des fonctions de management. Évidemment, il faut bien recruter dans une équipe pour pouvoir faire le travail. Ensuite, sur les 5, il y en a 5 qui disent que le travail de management aussi, c'est de diriger et de coordonner. C'est évident aussi, ça. C'est l'essence même. La coordination, la direction, c'est vraiment ce que le management doit faire. Préparer des rapports. On pourra penser que le manager ne prépare pas des rapports, mais il fait faire des rapports. Mais il faut aussi qu'au moins à la fin, il fasse des relectures des rapports. Donc, il fait partie de l'équipe de préparation de rapports. Et c'est une capacité, c'est une compétence qu'il faut vraiment développer parce que les rapports sont en général des bases pour de nouveaux projets. Est-ce que créer le désordre continuel est une des fonctions de management? Personne n'a coché et c'est évident. Enfin, préparer des budgets. Oui, dans le management, il y a les humains, il y a le temps, il y a le budget, il y a les relations extérieures, etc. Et tout ça, ça fait partie donc de ce qu'on fait, de ce qui est conçu comme fonction de management. Donc voilà pour ce sondage et je continue. Donc l'unité 2 concerne le programme et planification. Pourquoi les programmes de vulgarisation? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de parler, de faire, de développer des programmes de vulgarisation? Alors, c'est pour répondre à des besoins précis de cibles ou de clients spécifiques qu'on appellera généralement les bénéficiaires ou les groupes cibles. On fait aussi un programme de vulgarisation car il y a besoin d'éducation et de développement continu. Surtout aujourd'hui en Afrique, surtout dans les pays en voie de développement, pour essayer de rattraper les retards technologiques, pour essayer de réintégrer les systèmes qui peuvent être mondialisants ou des systèmes spécifiques à chaque pays, mais des bonnes pratiques à apprendre, il faut une éducation et un développement continu. Et enfin, le programme de vulgarisation est fait pour générer des changements durables ou des changements irréversibles pour les clients cibles. Voilà les objectifs les raisons d'être même des programmes de vulgarisation. Alors, des principes de planification. Quand on va faire un programme de vulgarisation, il faut planifier. Et quels sont les principes de base? Le premier, c'est tout doit être décidé avec des fondements clairs. Prendre des décisions basées sur des faits ou des évidences, comme on le dit aujourd'hui. Il faut aussi se concerter et appeler des parties prenantes qui comprennent bien, qui connaissent bien ce dont il s'agit, ce qu'on va faire. C'est une perte de temps de planifier avec des gens qui ne comprennent rien de ce qu'on va faire. Il faut travailler avec ceux qui savent ce qu'on va faire, pourquoi on le fait. C'est aussi définir les cibles bien spécifiques avec les paramètres
Il ne faut pas trop s'éparpiller partout, mais être assez spécifique, bien prendre tous les paramètres en compte. C'est identifier les causes profondes de problèmes. Quand on va planifier, il ne s'agit pas d'être superficiel, de prendre la problématique trop en surface. Il faut vraiment poser les questions du pourquoi et du pourquoi. Donc, approfondir les problématiques. Il faut rechercher des changements durables. Donc, tout comme on pose des problèmes, des questions sur les problématiques approfondies, il faut aussi chercher des solutions avec des changements durables. Et enfin, il faut, dans le principe de bonne planification, évaluer les progrès et ajuster le plan continuellement. Donc, dès le début même d'une planification, intégrer le système d'évaluation des progrès et prévoir les ajustements de plans réguliers. Alors, le cycle de planification se présente comme ceci. Étape numéro 1, analyse des situations. Déjà, qu'est-ce qu'il y a, quel est l'existant, qu'est-ce qu'on a exactement. Ensuite, poser les objectifs du programme. Ensuite, faire la mise en œuvre. Ensuite, évaluer ce qui se fait, ce qui s'est passé. Et parfois, reconsidérer, remettre en question avant de commencer à faire une nouvelle analyse et continuer le cycle. Donc voilà le cycle de planification, de programme de vulgarisation. C'est un cycle qui est classique, qu'on retrouve dans d'autres types de programmes aussi, évidemment. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez prendre la parole, évidemment, à chaque fin d'unité. Sinon, je continue donc sur l'unité numéro 3, coordination et contrôle. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de coordination? C'est quoi la coordination? Alors, on parle de coordination évidemment parce que de plus en plus, les spécialisations sont poussées entre les travailleurs qui risquent de se perdre de vue ou qui ne se mettent pas ensemble pour travailler en synergie. Donc, il faut une certaine coordination lorsque chacun est occupé dans sa spécialité, dans sa localité ou dans son département. On parle aussi de coordination et on encourage la coordination à cause des risques de conflit entre travailleurs lorsque, contrairement à ce qui a été dit, il y a un empiètement entre des activités qu'ils font, entre les tâches qu'ils font, ou bien il y a un vide qui n'est pas comblé. Donc, quelque chose qui n'est pas fait, ou bien la même chose qui est faite par plusieurs et chacun veut récolter le fruit d'une même chose. On parle aussi de coordination pour régler les risques de conflit entre les intérêts individuels et ceux de l'organisation. Donc, éviter que les individus fassent quelque chose qui est en conflit d'intérêts par rapport à l'organisation ou que l'organisation soit trop accapareur et délaisse totalement l'intérêt et la vie personnelle des travailleurs. Alors, caractéristiques de la coordination, c'est quoi? Quelles sont les caractéristiques de la coordination? La finalité de la coordination est l'atteinte des objectifs communs, évidemment. On fait une coordination parce qu'il y a des objectifs communs qu'on veut atteindre. La coordination est essentielle partout où il y a plusieurs personnes qui travaillent ensemble. Parce que chaque individu a sa spécificité, a son mode de travail, a sa personnalité même,
Il faut donc coordonner, il faut mettre tout le monde à la même longueur d'onde, il faut travailler sur les rouages de fonctionnement entre les personnes. La coordination est un processus continu. C'est une autre caractéristique, ce n'est pas quelque chose qui se fait une fois et ça s'arrête, mais c'est continu, il faut toujours le faire et le refaire. Ensuite, la coordination est le fruit d'une concertation et ne vient pas spontanée par la force. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est forcé ou c'est quelque chose qui vient de lui-même, d'elle-même, mais c'est le fruit d'une concertation toujours. Coordination, c'est le fruit d'une concertation. Et ce n'est pas une fonction séparée du management. Ça fait partie intégrale du management même. Les types de coordination. Alors, on parle de coordination interne versus coordination externe. Donc, lorsque c'est à l'intérieur d'un groupe de travail, à l'intérieur de l'entreprise ou de l'organisation, de l'ONG, d'un département ministériel, c'est interne. Et il y a la coordination externe avec d'autres entités ou d'autres départements ou peut-être même une coordination internationale entre des acteurs de différentes nationalités. Ça, c'est le premier type de coordination. Le deuxième type, c'est la coordination verticale versus horizontale. Verticale lorsque il y a une hiérarchie et que chaque maillon de cette hiérarchie doit répondre, doit assurer un groupe de tâches pour atteindre certains autres objectifs. Par contre, la coordination horizontale, c'est pour différents groupes, départements, travailleurs de différentes régions qui doivent travailler tous de façon horizontale entre eux pour assurer l'atteinte d'objectifs communs. Ensuite, on parle aussi de coordination procédurale, qui est beaucoup plus théorique et on pourrait dire qui se voit à travers des réunions où on fait des mises au point entre des procédures, des rappels procéduraux, etc., versus la coordination substantive. Alors, la coordination substantive, c'est la coordination du contenu même de l'activité. Ce n'est plus trop les coordinations sur papier, mais c'est vraiment au niveau donc de l'activité, du contenu même de l'activité, de l'organisation. Donc voilà quelques types de coordination que l'on retrouve facilement et généralement dans les travaux de management de programmes de vulgarisation. Alors, le contrôle organisationnel. Le contrôle organisationnel est spécifique à l'organisation et il permet au manager de mesurer les progrès, de donner des feedbacks et de diriger l'équipe vers le succès. Alors, il y a quelqu'un qui a une radio. Il y a une radio qui va en fond là. Voilà. Donc, nous disions le contrôle organisationnel. Cela permet au manager de mesurer les progrès, de donner des feedbacks et de diriger l'équipe vers le succès. Sans un bon contrôle organisationnel, ce n'est pas possible. Donc, il faut des contrôles des individus, mais aussi au niveau des équipes et de l'organisation en général pour mesurer le progrès et l'avancement de l'équipe
vers le succès. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait le contrôle organisationnel? Parce que ça permet d'abord d'alerter le manager concernant des problèmes qui sont en cours, ou c'est pour une meilleure prise de décision, ou pour connaître les standards de performance à l'intérieur de l'organisation. Donc, sans contrôle organisationnel, ça va être assez difficile de connaître le standard de performance et aussi de prendre les bonnes décisions. Méthode de contrôle. Pour faire les contrôles, il y a la méthode qui utilise la réglementation et les procédures. Donc ça, c'est préventif, c'est dans la structure même de l'organisation que les réglementations et les procédures sont mises en place. Mais il y a une autre méthode de contrôle qui est plus interactive, plus live, si on veut dire, et c'est à travers les feedbacks sur la progression du projet. C'est donc des interactions plus spontanées qui permettent de faire le contrôle. Alors, quels pourraient être les obstacles au contrôle? Voilà la question qui se pose maintenant et nous allons lancer un autre quiz sur les obstacles au contrôle auquel vous allez essayer de répondre. D'après vous, parmi les 4 réponses ici, et là, c'est une question à choix multiple, quels sont les obstacles au contrôle dans la pratique que vous avez eue dans le passé? Qu'est-ce qui vous empêche de faire les contrôles? Donc, nous avons actuellement 3 votants, 4, 5. Qu'est-ce qui vous empêche? Quels sont les obstacles au contrôle? Alors, nous avons 6 votants. Oh, 7. D'accord, ça va beaucoup mieux cette fois-ci. Même 8 votants. 9. Parfait. Donc, qu'est-ce qui freine le contrôle? D'après donc nos contributions, et je vais l'afficher maintenant. Donc, voici le résultat. D'après vous, donc, c'est le manque de ressources, c'est les techniques de mesure mal au point, c'est le manque de capacité pour analyser les informations qui sont les obstacles au contrôle. Alors ça, évidemment, ce sont tous évidemment des raisons pour freiner le système de contrôle. Mais le décalage horaire, alors dans un contexte d'organisation multinationale, ça peut être un frein au contrôle puisque si les gens ne travaillent pas à la même horaire et ne peuvent pas interagir en même temps aux mêmes heures, ça peut être donc un des facteurs de freinage du contrôle. Voilà. Je continue sur le module suivant, le module 4, le suivi et évaluation. Alors, nous sommes tous, je suppose, déjà dans la logique
qu'on fait des plannings et qu'on fait la mise en œuvre et que pendant la mise en œuvre, il faut faire du suivi et évaluation. Pourquoi est-ce qu'on doit le faire? Pourquoi est-ce que le suivi et évaluation est si important? Eh bien, c'est pour vérifier que le programme de vulgarisation va dans le sens du succès et que c'est un succès. C'est pour collecter les informations et les évaluer. Voilà, deux choses au moins qu'on fait pendant le suivi-évaluation. Et ici, il y a une particularité un peu du suivi-évaluation des programmes de vulgarisation. Bon, le suivi, déjà, ça permet de suivre l'avancement du projet ou du programme. Qu'est-ce qu'on fait exactement? On collecte les informations sur les intrants. Ensuite, à partir des activités, des premières activités, on a des résultats intermédiaires. Et ces résultats intermédiaires amènent un certain effet. Et ces effets amènent des impacts long terme, qui on espère sont durables. Et même, on parle aujourd'hui d'impact irréversible, c'est-à-dire qui ne revient plus, hein, qui ne fait plus de dents de scie, mais qui avance définitivement. Donc voilà le suivi. Maintenant, l'évaluation. L'évaluation dans un programme de vulgarisation, ça permet de vérifier l'effectivité et pertinence des outils et méthodes. Donc, on atteint les objectifs du projet, mais surtout, on évalue aussi est-ce que les outils et les méthodes qui ont été utilisés ont bien fonctionné, ont permis d'atteindre les objectifs. Est-ce qu'ils sont vraiment pertinents pour le milieu dans lequel on les a utilisés? Et l'évaluation est une base pour réajuster, reconsidérer un programme et l'améliorer. C'est ce qu'on fait en général dans les revues à mi-parcours ou bien à la fin d'une phase avant le démarrage de notre phase de projet. Alors, le processus de suivi et évaluation peut être schématisé selon ce graphique que nous voyons ici, ce diagramme. La première question qu'on se pose, c'est est-ce que le programme de vulgarisation répond aux besoins des communautés? Alors, ça peut être oui, à gauche, mais est-ce que le changement est durable? Si la réponse à la question est encore oui, alors le programme est réussi. Si maintenant la réponse à la question, le programme répond-il aux besoins de la communauté et non, eh bien il faut changer de plan. Évidemment, parfois, ça prend des années pour en arriver à changer de plan. Il faut changer le plan et il faut voir si les changements qui ont été amenés entraînent des effets ou des impacts durables. Et ce n'est que lorsque la réponse à cela est oui qu'on peut parler d'un programme à succès. Sinon, eh bien, c'est toujours à refaire, à continuer et réessayer, changer de plan. Alors, les étapes de l'évaluation, on le voit comme ceci en général. Quand on fait une évaluation, il faut bien cerner d'abord ce qu'on va évaluer. Il faut bien choisir le projet ou l'activité à évaluer. Il faut s'informer sur les antécédents des cibles, hein, pour savoir le contexte, qu'est-ce qui s'est passé avant même l'activité, la mise en œuvre du programme. Ensuite, il faut analyser les méthodes de vulgarisation ainsi que les outils utilisés. Il faut dresser un plan d'action pour l'évaluation et bien la communiquer. Il faut évidemment, lorsque la population cible est très grande, déterminer un échantillon et collecter les informations à partir de cet échantillon.
Une fois les données collectées, on mettre les données en forme, sous une forme beaucoup plus présentable et compréhensible, synthétique. Et enfin, interpréter les résultats et améliorer le programme, comme on a vu dans le diagramme précédent. Donc voilà les étapes de l'évaluation dans un programme de vulgarisation agricole. Alors, je parle beaucoup, évidemment. Est-ce qu'il y a des remarques? Est-ce qu'il y a des questions d'abord? Je m'arrête un peu et vous pouvez activer votre micro si vous avez des questions ou des remarques par rapport à tout ce qui a été dit. Est-ce que tu peux retourner un peu en arrière dans le graphique là, le graphique que tu viens de présenter? D'accord. Alors, le graphique, le voilà. Où est-ce qu'il est? Voilà. Oui, alors, par exemple, si la réponse est non, si la réponse à la question initiale, est-ce que le programme de vulgarisation répond aux besoins de la communauté? Donc maintenant, on dit si la réponse est non, il faut changer le plan. Parce que là, il y a dans ma tête une confusion entre le programme de vulgarisation et le plan. Qu'est-ce qu'il faut changer? Est-ce que c'est le plan de mise en œuvre ou bien le programme qu'il faut changer? Ah, d'accord. Oui. Alors, évidemment, quand je dis plan, ça peut comprendre tous les détails du programme. Ça peut être, on peut même changer certaines personnes, on peut changer certains outils, on peut changer certaines méthodes, on peut évidemment changer même le lieu, les cibles, s'ils ne sont pas appropriés. Donc tout ça, ça fait partie du package de programme et tout ça peut être changé éventuellement si ça ne répond pas. Bon, si c'est le besoin de la communauté qu'on cherche, évidemment, on ne va pas changer le cible. Mais si on peut aussi changer des cibles à partir de demandes, par exemple, d'une région qui dit on veut développer je sais pas, la culture de manioc dans notre région et que les cibles, la communauté qu'on a choisie au début est imperméable à ce qu'on propose, eh ben, il faut même changer jusqu'aux cibles parfois. OK, merci. Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Oui, oui. allez-y. Sur le suivi, est-ce que le suivi, c'est pas aussi pour identifier les difficultés, les problèmes à la bonne exécution du programme? Oui, évidemment. Alors, ce qu'on fait là actuellement, c'est vraiment un résumé introduction au système de gestion de programme qui comprend, ou au management de programme qui comprend le suivi et l'évaluation. Oui, le suivi, effectivement, c'est tout un ensemble de mesures et d'activités qu'on exécute. C'est pour vérifier, pour s'assurer que tout correspond bien à ce qui est prévu. Il permet de suivre l'avancement du projet, c'est ce qu'on a dit ici, mais il permet aussi de voir toutes les déviations. Il permet de surveiller tout ce qui peut aller dans le sens non prévu et qui peut générer des risques pour le programme, effectivement. Merci. Dernière question, s'il y en a.
Est-ce qu'on peut dire un mot sur la périodicité du suivi? Ah, alors évidemment, ça dépendra de la taille du programme, hein. Bon, alors je vais essayer aussi quand même de peut-être de clarifier. Ici, on parle de programme, mais je confondrais un peu programme et projet. Les programmes étant des grands projets ou des projets intégrés, plusieurs Exact. composantes, plusieurs aspects intégrés et généralement intégrant l'aspect éducationnel toujours. Euh, donc, projet ou programme, ça dépend de sa taille et ça dépend de la nature même du programme. Si on a besoin d'un suivi très serré, on le fait très serré. Ça peut se faire hebdomadaire. Ça peut même être 2 fois par semaine. Ça peut être journalier dans certains cas, hein. Et là, quand on parle de suivi, ce n'est pas dans le sens de contrôler et de réprimander, surtout. Ce n'est pas du tout dans ce sens, mais le suivi, ça peut être aussi l'accompagnement, c'est même du coaching, hein, qu'on peut faire dans le suivi. Dans certains programmes où il y a des sous-unités qui font bien leur travail et qui savent bien gérer les choses, on n'a pas besoin de faire de suivi fréquent. Ça peut être mensuel, ça peut être même trimestriel, hein, qu'on fait le suivi. Aujourd'hui aussi, il y a une méthode très moderne pour faire le suivi à distance, puisque l'éthique permet aujourd'hui de faire vraiment beaucoup de suivi sans même avoir à se déplacer. Et dans ce cas-là, on peut faire le suivi vraiment presque en temps réel. Si on veut, par exemple, voir qu'est-ce qui se passe sur le champ d'un paysan, eh ben, on téléphone au paysan et on lui dit, est-ce que tu peux prendre une photo de ton champ de maïs là, comment est-ce que ça se développe, etc. Donc ça fait partie du suivi et ça en temps réel, ça peut se faire n'importe quand. La fréquence dépendra donc de l'aspect critique, la criticité, si on peut dire, de la situation. Ça peut dépendre aussi de à quelle phase du projet on est. Peut-être au début du projet, il faut beaucoup plus de suivi et d'efforts. Et plus les choses sont bien rodées, moins il faut faire de suivi rapproché par rapport au programme. Voilà, je continue. Donc, merci pour ces questions, toutes les unes aussi pertinentes que les autres. Donc, maintenant, nous allons parler du choix stratégique d'organisation de la vulgarisation, l'unité 5. Alors, il y a différents choix, mais le grand choix qui nous concerne ici, c'est par rapport à c'est qui joue le rôle important, c'est qui finance le programme. Alors, dans certains pays, quelques pays que nous connaissons, le système de vulgarisation est toujours financé et encore beaucoup par l'État. Dans d'autres pays, c'est un système qui est plutôt supporté par le secteur privé. Alors, chacun a son avantage et son historique, évidemment. Les systèmes financés par l'État sont des vieux systèmes, avec les systèmes, les approches de formation, visite de la Banque mondiale dans le passé. Ils peuvent présenter de nos jours une certaine lenteur, compte tenu du système administratif lui-même. Les systèmes administratifs étatiques sont souvent plus lourds que les systèmes du secteur privé. Mais l'avantage du système financé par l'État, c'est que c'est assez cohérent, assez solide sur sa base, puisqu'il est bien pensé, il est bien fondé sur des politiques nationales. Il peut bien fonctionner aussi et rapidement s'il est bien administré.
et surtout si les producteurs participent activement à la recherche et à la vulgarisation tel qu'on le voit avec les systèmes de Farming System Research and Extension, les FSRE. Si les paysans sont très forts pour travailler avec la recherche et la vulgarisation qui travaillent avec l'État, les systèmes financés par l'État peuvent très bien fonctionner. Maintenant, l'autre système à l'extrême, c'est ceux qui sont gérés et pilotés par le système privé, qui semble être la tendance de nos jours, plus moderne et adapté à un milieu complexe qui nécessite une certaine réponse, une certaine réactivité. C'est plus, alors les systèmes privés sont plus orientés résultats et on dit qu'ils sont plus efficients. C'est les services d'appui du secteur privé qui génèrent de la valeur ajoutée aux producteurs qui font que ce système est soutenable. Si le secteur privé n'a aucune valeur ajoutée à donner aux producteurs, évidemment, ça ne fonctionnera pas. Dans certains cas aussi, il y a un système de collaboration et de partage des coûts entre le vulgarisateur et le producteur, notamment dans le cas des grands agribusiness ou des entrepreneurs moyens qui peuvent collaborer avec des vulgarisateurs et ils se partagent certains coûts, tout comme ils se partagent parfois certains bénéfices. Enfin, il y a le système privé de volontariat, dont AFAS est en train de lancer un programme de volontariat actuellement dans la vulgarisation. Vous l'avez sûrement vu récemment sur le groupe de discussion d'AFAS. Et les systèmes des ONG, qui eux sont donc sponsorisés, financés par des gouvernements ou bien des organismes internationaux. Donc voilà deux extrêmes de mode de choix de stratégie pour mener un programme ou un système de vulgarisation dans un pays. Le troisième choix, c'est le pluralisme qui a comme avantage qu'il y a beaucoup plus de ressources puisque dans le pluralisme, donc, et le secteur privé et le secteur public travaillent pour un même objectif. Donc, plus de ressources humaines, plus de connaissances, plus de ressources financières théoriquement, mais avec le risque de manque de coordination et parfois de motivation lorsque les ressources sont rares. Alors, aujourd'hui, le GIFRAS, l'AFAS et presque tous les acteurs de vulgarisation au niveau mondial encouragent le pluralisme puisque ce n'est plus le rôle de l'État seul d'être en quelque sorte la providence pour vulgarisation, ni le rôle seul du secteur privé de faire ce qu'il veut dans un pays, mais c'est donc et l'État et en même temps le secteur privé qui doivent travailler ensemble pour mener à bien les programmes de vulgarisation. Alors, ici, on peut faire une petite discussion, une brève discussion. Quel système convient le mieux pour vous? Quel est le système qui convient le mieux en Haïti? Quel est le système qui convient en RDC, au Cameroun? Qu'est-ce que vous avez expérimenté dans le passé? Qu'est-ce que vous constatez? Qu'est-ce que vous recommandez? Donc, on vous laisse un peu la parole pendant 5 minutes pour voir le système de vulgarisation, la stratégie de vulgarisation qui marcherait dans chacun des pays qui sont présents. La Côte d'Ivoire aussi, que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure. Aussi, si je peux commencer. En Haïti, il y a un système de vulgarisation qui est assez pluriel. Les acteurs sont vraiment multiples. D'une part, il y a le ministère de l'Agriculture qui fait un peu de vulgarisation, dépendamment en considérant ses propres méthodes.
Il y a aussi les ONG la FAO, l'USAID, etc., qui font aussi beaucoup de vulgarisation à travers leurs différents projets. Mais comme tu viens de dire dans la présentation, ça crée un problème. Parce que des fois, le manque de coordination entre les acteurs, on ne sait pas exactement qui fait quoi et quels sont leurs publics cibles. Et ça crée beaucoup de désordre dans le système. Ça crée aussi beaucoup de duplication. Donc, Voilà. le système pluriel, peut-être c'est ce système-là qui convient le mieux en Haïti, parce que quand même, il y a l'agriculture, le système agricole aussi est assez diversifié. Il y a de petits agriculteurs, il y a de moyens agriculteurs, etc. Donc, leurs besoins sont vraiment différents. Donc, le système pluriel, ça conviendrait, mais là où le bas blesse, c'est surtout le manque de coordination entre les acteurs qui crée un désordre. D'accord. Merci beaucoup. D'autres intervenants? Il n'y a pas de solution unique, hein? Chaque pays a sa solution. Comment ça se passe du côté de RDC? On a plusieurs participants du RDC ici. Côte d'Ivoire. Comment se présente la vulgarisation chez vous? Chez nous, on a le système étatique à la fois qui est juxtaposé avec le système privé. Le système privé, il est à la fois exécuté par les ONG, mais même les filières, elles sont organisées, elles sont autonomes, elles demandent des services à la structure d'encadrement qu'est l'ANADER. Et l'État aussi lui confie des missions de service public que l'ANADER exécute pour le compte de l'État. Donc, chez nous, notre cas, c'est un système mixte. D'accord. Donc, un système pluriel, oui. Pluriel, alors, quand vous dites juxtaposer, là, ce qu'il faut faire attention dans cette juxtaposition, c'est qu'il y ait duplication. Hein? Non, pas du tout. Non, il n'y a pas de duplication. L'État s'occupe des petits producteurs et puis les filières s'occupent vraiment des les filières sont organisées. Donc, elles gèrent leurs producteurs avec un contrat spécifique qui va plus loin que, en général, les objectifs que l'État assigne. D'accord. OK. Voilà. En général, le privé finance plus que ce que l'État demande. D'accord. Merci. Madame Victorine de RDC, vous avez levé la main là? Allez-y. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend parfaitement. Oui, je disais pour la RDC, nous avons trouvé vraiment que c'est bien de travailler sur le système partenariat public-privé. Et par là, maintenant, nous avons aussi des côtés l'État via SNV, Service national de vulgarisation. Et par là, maintenant, nous allons mettre aussi des entreprises, des ONG pour atteindre mieux des fermiers. C'est comme ça que le système se comptait chez nous. Si c'est seulement l'État lui-même, en tout cas, le système est encore... D'accord. Parfait. Il n'a pas tellement de moyens. Alors, c'est pourquoi il faut vraiment qu'il y ait un peu ce qui convient pour chez nous ici. C'est ce que nous sommes en train de faire aussi, pour atteindre vraiment les pays. D'accord. Vous m'attendez? Oui, la connexion est un peu mauvaise. Les dernières phrases, on n'a pas bien entendu, mais on a compris plus ou moins bien ce que... La dernière phrase... Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oh là là. Il y a des problèmes de connexion.
Oui, on vous perd un peu. On vous perd un peu là. Oui, je disais ceci concernant euh, chez nous, nous parlons des partenariats publics-privés. Je ne sais pas là, vous m'attendez très bien. Oui, 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 je vous ai entendu. Donc, pour la RDC, ils sont dans une configuration de Il n'y partenariat a pas de public-privé. connexion. Pas de connexion. Oui, donc le partenariat public-privé, c'est aussi une approche plurielle, évidemment. Et c'est ce qui permet d'ailleurs d'assurer qu'il n'y ait pas Alors, par là duplication, maintenant, il n'y a pas de duplication de oui. de ressources, de ressources et qu'il n'y a pas aussi de risque que certaines régions du pays ne soient pas desservies par les services agricoles. Voilà, je vais continuer puisque on a encore quelques points à traiter là. Donc, le prochain. L'unité suivante, c'est l'implication des paysans dans la planification. Alors ça, c'est un point très important. Quand on parle de programmation, de programme, de planification, de vulgarisation dans un pays, il ne faut jamais oublier qu'au centre du système de ce qu'on appelle aujourd'hui du système d'innovation agricole ou l'innovation system, Agricultural Innovation System, il y a toujours le paysan. C'est lui qui est en quelque sorte le grand dernier patron à la fin de la chaîne qui va nous dicter si ce qu'on a fait convient, aide, contribue au développement ou c'est simplement des projets comme on voit un peu partout dans les pays en voie de développement. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut les impliquer, ces paysans? C'est déjà pour une meilleure analyse de situation. Vous ne pouvez pas connaître les vrais problèmes à la base si vous n'êtes pas avec les paysans qui travaillent à la base. C'est aussi pour motiver le producteur dans la mise en œuvre de son travail après, du projet qu'on va faire avec lui. S'il n'est pas concerté dès le début, il va dire que ça n'a pas été décidé ni étudié avec lui, donc il va vous laisser faire le travail seul. Donc c'est dans un objectif de changement durable vraiment qu'on doit impliquer le paysan dans les processus dès le début de la conception et de la mise en œuvre du programme. Donc, c'est pour le succès du programme, c'est pour les changements durables qu'on implique ces paysans. Alors, comment est-ce qu'on les implique? Comment est-ce qu'on déclenche l'implication de ces paysans? Comment est-ce qu'on les trouve? C'est à travers différentes activités comme les journées des paysans, des ateliers ouverts particulièrement à ces paysans. C'est à travers les publicités à la radio, les journaux, les réseaux sociaux, si les paysans dans votre pays sont déjà connectés. C'est à travers l'organisation de visites, que ce soit des visites donc des vulgarisateurs vers les paysans ou des paysans vers des sites de démonstration de vulgarisateurs. Et ça peut aussi se passer à travers la facilitation des organisations de producteurs existantes. Ces organisations étant théoriquement bien connectées avec leur base, donc les organisations communautaires, ils pourront donc les contacter et proposer la collaboration avec les programmes que nous mettons en œuvre. Voilà comment est-ce qu'on déclenche l'implication des paysans. Il y a évidemment d'autres techniques et d'autres façons, mais nous avons parlé là juste de quelques-uns. Alors, l'unité 7 nous introduit à la gestion du changement organisationnel et évidemment, tout changement organisationnel implique quelques conflits potentiels.
Alors, le changement organisationnel, pourquoi est-ce qu'on doit le faire? Eh bien, parce qu'il n'y a pas de développement sans un changement. On ne parle pas de développement s'il n'y a pas de changement. C'est pour s'adapter à un certain environnement, une certaine exigence du milieu qu'on doit donc faire des changements organisationnels, et c'est parfois même jusqu'à la survie de l'organisation. Si on ne sait pas s'adapter à un contexte qui devient de plus en plus exigeante, on peut totalement disparaître donc de l'horizon des acteurs ou on peut faire souffrir les paysans ou les populations desquelles on doit faire de la vulgarisation. Donc ça, c'est la raison pour laquelle on a besoin du changement. Comment est-ce qu'on fait ce changement maintenant? Comment on fait le changement organisationnel, sachant qu'il y aura toujours de la résistance, hein, et donc un certain conflit. Dès qu'il y a de la résistance, il y a un conflit dans l'organisation. Alors c'est là le rôle du manager, c'est de prendre les bonnes décisions pour mener à bien le changement, et c'est d'assurer la coordination, comme on a dit, interne aussi bien qu'externe, horizontale aussi bien que verticale, avec toutes les parties prenantes. Sans ces mesures, sans ces activités générales et systémiques, il est difficile de faire un changement organisationnel. L'unité 8 parlera de leadership et de motivation. Alors, qu'est-ce qui fait la différence déjà entre leadership et management? Quelle est la différence entre un leader et un manager? Est-ce que quelqu'un voudrait, en 2 phrases, très courtes, dire ce qu'est qu'un leader et ce que c'est qu'un manager? Alors, une des définitions les plus simples, c'est de dire que le leader fait une bonne chose ou fait quelque chose de correct, tandis que le manager fait quelque chose correctement, de la bonne manière. Ça parle à peu près, ça sonne à peu près la même chose, mais c'est totalement différent. Quand on dit le leader fait la bonne chose, fait quelque chose qui est correct, qui va dans l'objectif, ça ne veut pas dire qu'il fait toujours de la meilleure façon possible, de façon correcte. C'est un leader, c'est un fonceur, il veut mener le monde vers son objectif, donc il fait la bonne chose, il fait les bonnes intentions, les bonnes démarches, mais ce n'est pas toujours un bon manager obligatoire. Peut-être il n'a pas les compétences, il ne sait pas bien gérer les choses, mais le manager, par contre, il fait les choses correctement. Il organise, il planifie, il rentre dans les détails. En anglais, c'est beaucoup plus simple et clair. On dit the manager, he does things correctly. Il fait les choses correctement. Tandis que the leader do the correct thing. Il fait la chose qu'il doit faire ou la chose qui est correcte. Bon, quand on dit la chose qu'il doit faire, c'est jamais sûr que c'est exactement correct. Alors, le leadership, c'est l'action de diriger un groupe, c'est l'action de donner une direction à une organisation. Quel type de leadership est meilleur? Alors, voilà un autre quiz et nous allons voir quel est votre choix. Qu'est-ce que vous pensez qui est meilleur? Voici
un questionnaire. Quel type de leadership est meilleur? Alors, il y a le type autoritaire. Est-ce que vous pensez que c'est le meilleur? Parfois pour aller vite, quand les gens ne comprennent pas, même quand le paysan il ne comprend pas ce qu'on veut, etc. Pour aller vite, on use un peu d'autorité ou d'approche top-down. Est-ce que c'est la meilleure approche? La deuxième approche, vous pouvez choisir, c'est démocratique. Alors, le leadership démocratique, c'est celui qui écoute tout le monde, qui veut que tout le monde suive, accepte et suive de façon concertée, de façon inclusive, et qu'on aboutisse à une décision commune. Alors ça, c'est pour aller loin. En général, pour ne pas avoir de crise interne, d'insatisfaction interne, on fait la démocratie, mais ça peut aussi prendre beaucoup de temps. Et ça peut ne pas du tout aboutir aussi lorsque c'est éclaté, lorsque les décisions sont fragmentées. Le troisième type de leadership, c'est de laisser faire. Chacun fait comme il veut, on fait confiance à tout le monde. Allez-y immédiatement, passez à l'action et on demande à chacun de prendre des initiatives. Laissez faire. Est-ce que c'est le type de leadership que vous recommandez? Et la quatrième réponse ici, c'est que ça dépend donc de chaque situation. Est-ce que le type de leadership change selon la situation? Ou bien il faut user d'autoritarisme ou de démocratie, ou il faut laisser les gens faire comme ils veulent? Alors, nous avons eu 2 minutes et on a 9 votes, 10 votes. On attend peut-être les derniers. Encore quelques-uns. Qu'est-ce que vous pensez? Quel leadership est meilleur? Le leadership autoritaire ou démocratique? Le laisser faire? Ou ça dépend de chaque situation? Alors voilà, on a 11 votes, 12 votes. Je vais afficher le résultat. 13 votes. Bravo. Alors voilà notre point de vue. En général, il y a 2 sur 12 qui pensent que le leadership autoritaire est le plus recommandé. Et il y a 4 votes pour des décisions et les leaderships démocratiques. Mais ce qui y a le plus d'adhérence, c'est donc un leadership flexible, qui dépend de chaque situation. Évidemment, dans un pays en chaos ou dans un pays où on ne sait plus qu'est-ce qui se passe, peut-être l'autoritarisme est important pour redresser temporairement la situation. Dans un pays où tout le monde est intelligent, un doctorat peut-être, peut-être il faut laisser faire, pourquoi pas, Et cela nous revient à dire que si on parle pour tout le monde ici, ça dépend donc de chaque situation. Ça peut être une approche ou l'autre. Merci pour votre participation à cette question. Enfin, on va terminer bientôt. La motivation, c'est la volonté ou le désir d'atteindre un but. Elle est importante parce qu'elle améliore la satisfaction de l'employé au travail, elle encourage l'employé à faire son travail dans les délais et elle améliore la qualité du travail de l'employé. Donc, il faut savoir motiver les employés, parce que sans ça, ils ne sont pas satisfaits, ils ne vont pas faire les choses dans les délais, ils ne vont pas fournir des services de qualité. Alors, il y a la théorie, évidemment, très connue, théorie de la motivation de Maslow, aussi la pyramide de Maslow que vous connaissez bien. Pour être motivé, il faut que ce que l'humain fait réponde à ses besoins physiologiques, à ses besoins de sécurité, à ses besoins d'appartenance et à un niveau plus élevé, à son besoin d'estime
et son besoin d'accomplissement ou de réalisation. Donc, pour motiver, quel que soit le programme, le projet dans lequel nous intervenons, pour motiver les personnes en tant que bons leaders, il faut regarder à tous ces aspects-là, satisfaire leurs besoins physiologiques. Ce n'est pas nécessaire de prêcher beaucoup de techniques et de nouvelles méthodes si vous n'allez pas du tout satisfaire les besoins physiologiques du paysan ou si son environnement sécuritaire n'est pas satisfait. Il y a quelques échelons à suivre depuis la base jusqu'à parler de son accomplissement ou encore de son estime. L'unité 9, notre dernière unité sur la gestion du temps. Alors ça, c'est un petit cadeau juste qu'on fait. C'est pas, il y a beaucoup d'aspects à proposer, à explorer dans le management de programmes de vulgarisation. Mais peut-être plus en Afrique que dans d'autres pays, on doit parler de cette question de gestion du temps. Pourquoi est-ce que les programmes de vulgarisation ne sont pas suffisamment performants? Eh bien, il y a peut-être cette question de gestion du temps. Dans la planification de programme, la gestion du temps comprend l'allocation de volume de temps réaliste à chaque tâche, groupe de tâches ou activités, et au projet et au programme. Donc ça, c'est vraiment la première base. Si on ne sait pas allouer le volume de temps réaliste pour chaque tâche, c'est sûr que le projet ou le programme en général risque de ne pas aboutir à la qualité, avec la qualité qu'on prévoit, ou bien dans les délais initialement prévus. La gestion du temps aussi, comprend la définition et fixation de buts précis sur le court, le moyen et le long terme, et la spécification, évidemment, des buts qu'on veut chercher par rapport à ces échelles de temps. La gestion du temps comprend le suivi du progrès. Dans la planification du programme, il faut inclure le temps pour du suivi. Il ne s'agit pas seulement d'exécuter, il ne s'agit pas seulement de passer à la réalisation, mais il faut aussi prévoir le suivi qui consiste à prendre un certain recul, un certain temps, pour voir comment est-ce qu'on fait les choses, qu'est-ce qui avance. Et tout cela, la gestion du temps, consiste à éviter toute perte de temps. La gestion du temps, c'est aussi savoir déléguer les tâches pour ne pas avoir à être submergé, à bien planifier et organiser, à prioriser ceux qui doivent être faits avant pour faciliter les tâches suivantes. Donc, la planification de programme comprend l'analyse de l'allocation de l'énergie aussi. Encore, même chose que la priorisation. Il faut bien savoir allouer l'énergie correctement au bon endroit, aux bonnes activités pour ne pas perdre, ne pas arriver au bout de son énergie et ne pas réaliser le bloc, le groupe d'activités qu'il fallait faire, ne pas avoir à refaire donc. Et enfin, la planification on comprend aussi la revue des progrès au niveau personnel, individuel. Alors, quelles sont les principales causes de perte de temps? Une des causes, c'est la procrastination, évidemment. On sait qu'il faut faire quelque chose, mais on le recule tout le temps. Pourquoi on le recule? On ne sait pas exactement, mais c'est une habitude, c'est une maladie. Ça, c'est une perte de temps. L'interruption fréquente, ça, c'est encore plus fréquent. Des appels téléphoniques, des réunions trop fréquentes, les chats en silence qui nous interrompent dans notre concentration et dans la suite logique de ce que nous faisons. Tout ça, c'est des pertes de temps. Les mauvaises planifications, évidemment, peuvent aussi nous entraîner dans des pertes de temps très importantes, puisqu'il faudra refaire quelque chose
il faudra reprendre là où on a mal planifié. Et une des causes de perte de temps importante, c'est le manque de savoir déléguer. Il y a des personnes qui ne savent pas déléguer parce que, évidemment, les autres font toujours mal, ne font pas ce qu'il faut qu'ils fassent. Et on ne prend pas le temps donc de les former, on ne prend pas le temps de les informer, hein, de les briefer avant de faire les choses. Mais le manque de savoir déléguer est une des causes de perte de temps importantes, surtout dans les grandes organisations. Voilà, nous arrivons au terme de cette formation. La question qui se pose et qui est ouverte à tout le monde pour les 5 prochaines minutes, dernières minutes, c'est: avez-vous appris quelque chose qui va améliorer votre travail en tant que manager à partir de cette introduction au module 3 du NERC? Et si oui, est-ce que vous voulez le partager ici rapidement? Et surtout, est-ce que vous pouvez l'écrire dans le chat? Hein, c'est quoi exactement que vous avez appris durant cette introduction d'environ 1h30 maintenant, sur le nouveau vulgarisateur module 3. Voilà. Nous sommes ouverts à toutes les discussions maintenant. Vous pouvez mettre votre micro on et en même temps que nous finissons ce webinaire, je vous informe juste qu'il y a plus d'informations, beaucoup plus d'informations sur ce module au lien suivant et que vous pouvez aussi suivre une formation en e-learning à partir du lien qui vous est présenté à l'écran actuel. En copie comme ça? Comment on fait? On peut tirer la photo? Tirer de votre écran. Ah, d'accord. Bonjour. Oui, oui, Ken. Nous vous écoutons. Ken, vous pouvez mettre votre vidéo on si vous voulez. Hein? Non, pour des réseaux de connexion à l'Internet, c'est préférable de laisser off. OK. Oui. Oui. Encore une fois, merci pour cette séance de formation. Et comme j'ai une question surtout concernant la question de perte de temps. Vous avez mentionné, il ne faut pas partager ma question sur le chat. Vous avez mentionné les réunions comme des éléments de perte de temps. Or, l'une des erreurs que généralement font les gens qui mettent en œuvre des programmes, c'est de ne pas vouloir participer ou du moins de refuser catégoriquement de participer à des réunions pour cette même logique, c'est-à-dire participer dans des réunions, c'est une perte de temps. Alors que dans la réalité, quand on lit vulgarisation et suivi évaluation d'un programme, les réunions sont des éléments ou du moins ce sont vraiment des activités importantes dans la mise en œuvre d'un programme. C'est à travers les réunions qu'on peut savoir est-ce que les programmes marchent, est-ce qu'on est sur la bonne voie pour atteindre certains objectifs. C'est à travers les réunions qu'il faut comprendre s'il y a des conflits dans la gestion de programme, ainsi de suite. La liste est bien longue. Donc là, ça m'étonne que vous avez mentionné les réunions comme une perte de temps. J'aimerais avoir beaucoup plus de clarification. Non, il y a des réunions sur les téléphones, des iPads. OK. Alors, bon, il y a peut-être d'autres qui veulent participer à répondre à cela, mais peut-être de mon côté, ça va être assez bref. Les réunions peuvent être des pertes de temps lorsqu'elles sont trop nombreuses dans une organisation. Pourquoi est-ce qu'elles sont trop nombreuses? Ben justement parce que les gens ne sont pas suffisamment informés
et il n'y a pas de bonne planification. Donc, on répète les mêmes choses tout le temps aux mêmes réunions, ou bien on dit des choses qui peuvent être faites différemment. Alors, pour informer, par exemple, le staff d'une nouvelle procédure, par exemple, à l'intérieur de l'organisation, on n'a pas besoin d'une réunion. Au 21e siècle, on envoie ça par mail et tout le monde est informé et on fait juste une petite mise au point lors de la réunion hebdomadaire ou mensuelle que certains ne respectent pas encore la procédure qui a déjà été partagée, par exemple. Mais le problème dans certaines organisations, c'est qu'on n'a pas confiance ou bien qu'on n'utilise pas suffisamment les nouvelles technologies ou qu'on est déjà dans un climat de chacun pour soi et donc on ne s'écoute pas suffisamment et on a besoin de faire un rappel à l'ordre et de se réunir fréquemment en quelque sorte pour asseoir un peu un certain pouvoir, pour asseoir une certaine notoriété des leaders ou des managers. C'est pas comme ça qu'on résout les problèmes, évidemment, mais c'est en planifiant mieux, c'est en mettant un peu plus d'organisation interne. Alors, je ne dis pas que toutes les réunions sont mauvaises, mais lorsqu'elles sont trop fréquentes, parce que ça devient une certaine maladie de mauvaise organisation, c'est là qu'elles sont vraiment consommatrices de temps et une perte pour l'organisation. Si quelqu'un veut ajouter. C'est une question de suivi. Est-ce qu'il y a un seuil il y a un nombre de rencontres, par exemple, un indicateur du nombre de rencontres qu'on doit avoir, par exemple, pour un programme donné? Comment savoir quand on a trop de réunions ou du moins qu'on n'en a pas assez? Est-ce qu'il y a comment évaluer ça à l'intérieur d'un programme? Alors, tout dépend, comme on a dit toujours, déjà, il y avait la question combien de fois est-ce qu'il faut faire des réunions, combien de fois il faut faire les suivis. Tout dépend de la taille, tout dépend de la criticité du domaine qu'on traite, tout dépend de l'urgence, mais tout dépend aussi de la phase, de la maturité de l'équipe. Si l'équipe est déjà très mûre et qu'elle peut fonctionner en mode laisser faire, laisser aller tout le monde, bien les réunions peuvent se faire mensuellement, hein, une réunion mensuelle. Si l'équipe a encore vraiment besoin d'être briefée et d'être rappelée tout le temps sur les nouvelles procédures ou les nouvelles organisations, ou même qu'il y a de nouvelles équipes ou de nouveaux lancements de sous-activités, de composantes d'activités, etc., eh bien, selon la complexité, selon le besoin du programme ou du projet, on peut faire des réunions hebdomadaires, mais je dirais plus de 2 réunions hebdomadaires, c'est déjà un peu excessif, c'est beaucoup trop. En tout cas, pour toute l'équipe, c'est pas trop soutenable. Peut-être pour des sous-groupes très spécifiques, pour des composantes ou pour des départements, je sais pas, administratifs, financiers d'un côté, techniques de l'autre. Là, ça peut être pour les sous-comités ou sous-groupes, on peut envisager 2 réunions par semaine. Il n'y a pas de règle fixe, hein. Oui, voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous tous de votre présence aujourd'hui, de la participation très active. Pardon, vous pouvez mettre les liens, s'il vous plaît? On n'a pas pu noter. Ah, d'accord. Je vais envoyer ce... Oui, ce PowerPoint sera de toute façon partagé, mais... OK, je vais le remettre sur l'écran. Voilà. Docteur Koné, lui, il est déjà très, très branché TIC, hein. Il prend une photo et puis il va réécrire après. Merci. Alors,
Alors, au XXIe siècle, il faut vraiment être là-dedans, hein. Parmi les contraintes de la vulgarisation d'aujourd'hui, si vous n'êtes pas branché avec les nouvelles technologies, si vous ne suivez pas les tendances, eh ben, vous êtes un peu perdu quelque part parce que les choses vont très vite, ça évolue très, très vite. Aujourd'hui, un smartphone, c'est un appareil photo, c'est un calendrier, c'est votre comptabilité, c'est votre office de prise de notes et de tableur, c'est tout. Toutes les applications que vous avez sur un ordinateur aujourd'hui sont présentes, peuvent être installées aussi sur votre téléphone. Voilà, je vous remercie tous pour cette agréable après-midi d'échange et et nous nous retrouvons d'ici un mois pour le prochain webinaire. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci. Au revoir. Bravo à vous.